images pour dire que ce que je vais présenter, c'est la pratique. Comment nous avons frotté les mains et pieds avec les coopératives à la base. Et comment nous sommes arrivés à créer cette montée en compétences que vous allez constater vous-même à la fin de cette présentation. Donc, après une brève introduction dans la présentation, nous allons vous faire connaître notre approche d'encadrement des coopératives. Au point 3, nous allons partager l'expérience terrain. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec ces résultats par rapport à l'encadrement des coopératives. Au point 4, les défis et difficultés que nous aussi nous avons rencontrés. On a eu l'honneur de partager depuis ces 2 jours les difficultés et défis qu'on a aussi en RDC par rapport à l'encadrement des coopératives. Au point 5, nous allons vous présenter les leçons apprises au-delà de tout. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pense faire? Quelles sont nos perspectives à venir? Et enfin, une brève conclusion sur tout cet aspect d'encadrement des coopératives. En introduction, je voudrais présenter une image de mon pays en termes de population et en termes de superficie, afin que nous puissions voir s'il faut appliquer ce modèle ici en RDC, de voir quels sont les points d'attention sur lesquels il faut bien regarder. D'autant que le Togo, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, un petit pays. Notre superficie, c'est seulement 56 600 km². C'est tout le pays, je ne dis même pas la terre arabe, c'est tout le pays. C'est 56 600 km². Et nous avons dans les 56 600 km², 70% c'est une zone rurale. 70% de cette surface-là, c'est en zone rurale. Et la population rurale est environ de 60%. Mais ces 60% contribuent déjà à 40% au PIB. Et ces 60% sont dans le secteur agricole. Donc, 65% sont dans le secteur agricole et 35% dans les autres secteurs secondaires et tertiaires. Donc, c'est beaucoup plus une agriculture familiale. Ce n'est pas une agriculture commerciale, mais les 65% dont nous venons de citer là sont beaucoup plus dans l'agriculture familiale, l'agriculture de subsistance. Ce n'est pas sur le business. Donc, vous comprenez que c'est l'état des lieux de notre pays. Les coopératives ne se regroupent pas pour faire du commerce, mais c'est pour s'alimenter. La plupart des 65%, c'est pour l'agriculture familiale. Alors, de cette population agricole, nous avons compris que les femmes jouent un rôle très déterminant, surtout dans les filières dividendes, comme il est dit, comme c'est l'agriculture familiale de consommation dans les ménages. Donc, il y a quand même cette importance, proportion de la population qui est dans ce secteur, et ça crée un dynamisme dans le milieu rural. Mais au-delà de ce dynamisme, nous avons plusieurs défis que je bataille, que ces défis sont communs pour les 2 pays, à savoir l'accès limité aux infrastructures socio-économiques. Comment faire pour sortir les produits des zones de production vers les zones de consommation? C'est commun. Ce n'est pas que le pays est petit, mais on a une différence là-bas. C'est la même chose, c'est la même réalité. On a une faible mécanisation du secteur agricole. On est aussi
au climat, les changements climatiques. On a une faible structuration des organisations paysannes. On a un accès insuffisant au financement. Donc on bataille les mêmes défis. Et on a surtout, à cause de notre superficie, une pression croissante sur le foncier. Donc, vous voyez, la population augmente de jour en jour, mais on n'a que ce bien commun qui est la petite terre que nous avons. Ces contraintes donc rendent d'autant plus cruciale la modernisation du secteur, la promotion des coopératives, la sécurité foncière et l'amélioration durable des conditions de vie de la communauté. Ainsi, notre entreprise qui s'appelle Groupe J4, qui signifie donc Jonction de croissance agricole au Togo, est donc créée en 2011. Et nous avons pour vision d'être un hub logistique, un carrefour pour la production. Donc on va traîner toute la production du pays. Un carrefour pour la commercialisation dans le monde entier. Nous avons une position stratégique par rapport à notre port qui nous permet d'atteindre plusieurs pays à travers le monde, pas seulement l'Afrique. Et cette vision, c'est de créer un développement inclusif en s'adaptant au changement climatique pour maintenir le rythme de la production des matières premières, répondant en temps réel. On a basé notre modèle économique sur la structuration et la professionnalisation des coopératives. On ne peut pas se permettre d'inventer la roue aujourd'hui. Ça existe déjà. Mais il faut savoir l'utiliser tout simplement. Comment nous avons dynamisé nos coopératives? Tout part des ressources humaines. Avec qui on va travailler? Et comment est-ce qu'on va s'organiser? Et qui va jouer quel rôle? Quelles sont les responsabilités à différents niveaux? Et donc, c'est une approche sociologique qui s'adapte au contexte de chaque localité. Même au Togo, on a plusieurs localités, on n'a pas les mêmes réalités. Mais l'approche doit rester unique. Pour chaque approche, notre méthodologie commence. L'argent est toujours là. L'argent existe. Ils sont là. On nous dit l'argent, il y a des milliards sur les comptes de la banque. Mais la banque ne sait à qui donner. Ça, c'est la réalité du monde, ça. On est dans la salle ici, on dit qu'on a des difficultés d'accès au financement, mais ceux qui ont cet argent aussi ont besoin de débloquer l'argent. Ils doivent travailler, c'est leur business. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas créé ce lien qui pouvait les rassurer de nous donner des milliards qu'on veut? Donc, nous, on ne commence pas notre modèle par la question d'argent. C'est le marché. Si la banque sait que vous avez un contrat de 10 000 tonnes signé avec garantie, la banque va vous sortir l'argent pour produire rapidement les 10 000 tonnes. C'est comme ça. Il n'y a pas autre chose. Qu'est-ce que la banque va chercher à faire? La banque va chercher tout simplement à maîtriser votre revenu. C'est ça qui fait que les salariés ont très facilement accès au financement, puisque ceux qui ne sont pas salariés, parce qu'on retient votre remboursement à la source. Donc c'est le marché, autour du marché que nous on tourne. Si on a le marché, on va faire une domiciliation de paiement de ce marché vers la banque. C'est un contrat tripartite. Producteur signe. Moi, en tant qu'agrégateur de producteurs, c'est-à-dire le professionnel qui encadre l'agrégateur pour la mise en marché, je signe. La banque qui va financer signe localement. Si j'ai un marché international, on met seulement le contrat dedans. Si c'est 10 milliards, que ça vaut. On
on aura les 10 milliards. Donc le problème n'est pas le problème d'argent. Il faut aller chercher le problème ailleurs. C'est bien dit. Donc c'est la maîtrise des revenus. La banque doit s'assurer, comme pour les salariés, que si on te paie le salaire, tu retiens 60% à la source. Tu n'auras pas l'argent avant de me donner. Nos coopératives ne touchent pas l'argent. Nos coopératives, on n'a pas de transactions physiques, monétaires. C'est les activités que tu réalises. On fait des écritures sur ton compte. On passe des écritures, on fait les soldes, tout ça là, tu dois payer celui-ci. C'est comme ça. Ce que nous garantissons en tant qu'entreprise de gestion des coopératives, c'est que nous garantissons la production. Et je vais vous montrer comment on rassure la banque que l'agriculteur aussi est dans son secteur professionnel. C'est son métier. Il veut faire son métier et vous garantir son revenu depuis la source comme vous le faites pour le salarié aussi. Ça dépend de la mise à disposition des informations. D'où la transparence. Comment nous gérons la coopérative, comment la gestion de la filière se fait. Donc, une fois que nous avons identifié le marché, si c'est le maïs, si c'est pour transporter 10 000 tonnes de choses, on va chercher les chauffeurs qui ont la capacité de transporter de 1000 km à partir de telle période. On signe en amont, très tôt le matin. Donc, si ces conducteurs ont besoin d'ajouter de camions, on va aller chercher l'argent là-bas. Donc, le problème n'est pas l'argent. Parce que la banque sait qu'en octobre prochain, on va transporter 10 000 tonnes de telle culture, de tel village. La base est là. Donc, une fois que nous identifions le marché, qui est le premier défi, c'est notre méthodologie ça. Nous avons maintenant l'expression de ce qu'on doit produire dans un temps donné, parce qu'on a un temps de livraison. Maintenant, nous allons descendre sur le terrain. Qui peut produire ça? Donc, on met en place, à partir de cet instant, un comité de pilotage à l'interne. Qui fait quoi? Ce comité fait une étude préalable de nos zones de production, on ne peut pas dire de nos villages, pour voir quels sont les villages qui ont ce potentiel de production de ce que nous on a comme marché. Si c'est le maïs, c'est le manioc, on ne va pas aller partout pour produire le maïs et le manioc. Est-ce que ça va être rentable partout? Donc, un comité d'identification du marché mis en place d'un comité d'études préalables qui fait le tour pour voir nos zones de production, où est-ce que le marché qu'on a sous la main, où est-ce qu'on peut avoir les meilleurs rendements. Et l'étude préalable se fait. Deuxième étape de la méthodologie. Troisième étape, c'est bon. On a une idée de là où on peut produire, on sait à qui vendre. Troisième étape, maintenant, avec qui on va travailler. C'est là où on veut toucher les coopératives maintenant. Avec qui on va travailler. Et nous, avec qui on va travailler là, on ne va pas descendre sur les coopératives. Vous savez ce qu'on fait? On respecte le schéma administratif du pays. C'est parce que nous-mêmes, excusez-moi, modestement, on aime l'Africain tellement, moi j'ai l'expression de dire, l'Africain est tellement rustique, quoi. On s'adapte à tout, quoi. On fait tout, on n'a pas de ligne. On tombe dans tout, on sort dans tout. C'est ça notre difficulté majeure. C'est volontaire, démocratique, libre. On va respecter ce principe sans même leur dire que c'est le principe qu'on respecte comme ça. Donc, la création de coopératives vient maintenant. À partir du moment où vous allez avoir la réalité des affinités de la localité et les listes vont commencer par se former. Maintenant, les listes vont vous parvenir, comme on l'a dit. La méthodologie, c'est la réalité du terrain. On va forcément vous donner des listes que vous ne pouvez pas inventer. Si vous voulez ou pas, on va donner des listes. Que voilà, même si c'est sous un arbre, on saura après. Mais tout commence par là. Ça vient de
Nous on est 20, on peut faire. Nous on est 30, on peut faire. Nous on est 40, on peut faire. Nous on est 50. Quel est le nom de votre coopérative? Ils vont vous donner. Vous, le nom c'est quoi? Ils vont vous donner. Vous aurez cette liste-là qui vient d'eux-mêmes, de leur propre volonté. Maintenant commence l'étape des formations. Quelqu'un a parlé de former les gens avant, je crois dans la présentation là. Non, j'ai discuté avec un responsable qui me disait que le on t'appelle, on te dit d'envoyer le nom, la liste de tes coopératives. Qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire, on ne sait pas. Donc à partir du moment où vous avez la liste, l'étape qui suit maintenant, c'est l'étape d'information et sensibilisation. Vous devez avoir le même langage avant de travailler. S'il n'y a pas le même langage, on dit sans information, c'est la guerre. Si on ne sait pas ce qu'on veut faire, c'est la guerre. Maintenant, on parle d'étape de sensibilisation et formation. Donc, on a identifié les réalités de la localité. On a touché les personnes ressources. Ils nous ont identifié une personne influente. Avec lui, notre technocrate, notre technicien, a pu travailler sur les réalités du milieu pour identifier les sous-groupes qu'on peut avoir. À partir de ces sous-groupes, maintenant, on vient dans la structuration. On va faire des réunions de sensibilisation et des réunions de formation de ce que c'est qu'une coopérative. Est-ce qu'ils ont compris? Ils ont fait une liste, c'est un groupement. Oui, nos coopératives avant l'acte uniforme de Noada, ce sont des groupements. Les groupements agricoles existaient. Maintenant, on dit coopérative, oui, il faut leur expliquer les réalités de ce que c'est qu'une coopérative, société coopérative. Ce n'est pas un groupement. Eux, ils connaissent un groupement, c'est pourquoi ils font la liste. Donc, ils font la liste. Maintenant, il faut discuter avec eux, faire des réunions de sensibilisation, des réunions de formation, pour avoir les mêmes compréhensions de ce que c'est une société coopérative. À partir de là, vous allez déjà faire des filtres. Les filtres vont commencer où? Les filtres vont commencer à partir du moment où vous allez commencer par parler de la part sociale. On est d'accord? Ah, c'est fini, la guerre commence. C'est une exigence pour avoir une coopérative sérieuse. Les parts sociales doivent être déposées ou sous engagement, selon votre statut. Les réunions de formation et sensibilisation dont je parle, le contenu, c'est les statuts. Ce que c'est qu'une société coopérative, vous pouvez faire ça avec eux. Maintenant, étape opérationnelle, chacun donne sa part sociale. Vous allez voir que la liste de 35 membres qu'on vous a donné là, ça va commencer par changer. N'est-ce pas? La liste va commencer par changer. Ça va être actualisé. C'est ce que nous disons. On va actualiser la liste parce que la part sociale est à $5. Bon, Kofi dit, moi, bon, on donne un délai de 2 mois. Kofi dit, moi, je ne peux pas trouver. Bon, pour le moment, vous pouvez rester à l'écart. On ne vous chasse pas, mais c'est les premiers critères. Vous allez voir dans ce filtre déjà le sérieux. On ne peut pas faire une société coopérative sans exigence de la part sociale. S'il n'y a pas de coopérative, on n'a qu'à laisser. Il ne faut pas commencer par de fausses déclarations. Sinon, vous planifiez l'échec. On veut faire, on fait. On ne veut pas, on laisse. On n'a pas encore les capacités, on laisse. On ne va pas se tromper, perdre du temps. Les techniciens vont quitter à 200 km, aller matin, midi, soir, sur des fossés. Ça n'a qu'à être clair très tôt le matin. Donc, la structuration commence déjà par là où vous allez faire la liste des parts sociales, la souscription aux parts sociales. C'est comme ça que nous allons faire. Pour avoir du sérieux. Ce n'est pas, je ne sais pas quoi dire. La providence, ce n'est pas la
providence, on vient, on dit on va vous apporter. Moi j'ai l'habitude de dire à mes coopératives que quand vous avez un partenaire qui vient vers vous, qui vous dit que c'est gratuit, sachez que c'est vous-même le produit. Oui, non, quand on vient dire que c'est gratuit de nos jours, 2025, que c'est gratuit, ce qu'on vient vous donner, c'est que c'est vous-même le produit. Donc, il n'y a rien de gratuit ici. On veut améliorer notre quotidien. On dit on a fait le choix de coopérative. On n'a qu'à aller aux réalités. Si on peut, on fait. Si on peut, on peut pas, on laisse. Donc, la souscription des places sociales constitue tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est la sociologie. Pour s'intégrer au milieu. Maintenant, on peut parler de coopérative. La part sociale constitue la première étape. Pour s'assurer que vous êtes en face des membres sérieux et vous allez les conduire jusqu'au, comment vous l'appelez, l'Assemblée Générale et statutaire pour avoir le bureau. On ne peut pas aller au bureau, on ne peut pas aller faire des statuts, tout ça si les gens ne sont pas prêts à donner $5. Pourquoi on va courir? Vous voyez, on dit on saute, c'est nous-mêmes. Le problème vient de nous-mêmes, les encadreurs, ceux qui sont devant eux. Il faut être clair. C'est ça ou ce n'est pas ça. Si vous avez 5 sur 1000, c'est bon plus qu'avoir les 1000 fausses coopératives. Donc, la part sociale, il faut que les gens commencent. Pas forcément de le donner aujourd'hui, mais les gens peuvent donner des engagements. Et c'est fini. À ce stade, comme je l'ai dit, on a des coopératives de village, de l'échelle numéro 1. On a les coopératives de l'échelle numéro 1. Donc, si ça dépend de l'étendue de votre projet, donc vous envoyez les techniciens selon l'étendue de votre... Et chaque technicien vous rapporte ses résultats, tenant compte de la formation qu'il a reçue pour formaliser et structurer les coopératives, les groupements. Pour formaliser les groupements, les structurer en coopérative. Ils ont reçu des formations, ils iront vous rapporter les éléments. Et avec les parts sociales, les ouvertures des comptes, c'est bien sorti hier. Quelqu'un, je crois que c'est le monsieur du guichet, il dit c'est la banque qui ne comprend pas. L'ouverture du compte, on n'a pas besoin d'avoir le papier d'immatriculation avant l'ouverture du compte. Les banquiers, je ne sais pas pourquoi les banquiers ne comprennent pas ça, alors qu'ils comprennent ça ailleurs. Sur le compte, quand on veut faire des dépôts, est-ce qu'on a besoin de ta pièce d'identité? Si tu veux faire des dépôts sur ton compte, on n'a même pas besoin de ta pièce d'identité. Ou bien, c'est l'heure de traits qui crée problème. Quelqu'un vient, il dit je veux ouvrir le compte, je veux faire des dépôts, tu crées des critères pour quoi? Après, vous allez formaliser, comment le dire, faire l'ajustement nécessaire pour que le compte soit avec vos critères. Mais quand quelqu'un vient, les coopératives avec les parts sociales, on ouvre directement les comptes. On met l'argent sur les comptes. On a des difficultés pour ça. Donc, c'est à l'étape là qu'on a commencé le vrai travail. Et je viens de parler de l'échelle village. Maintenant, dans notre modèle, comme on doit s'assurer que quand le numéro 1 dit quelque chose en haut, on doit s'assurer que c'est les mêmes informations qui peuvent aller sur 2000 km. On doit structurer. On va travailler avec les petites coopératives dans les villages, 15 personnes, 20 personnes là, en masse comme ça. Non, une fois qu'on a la masse comme ça, c'est l'étape numéro 1. On va maintenant à l'étape numéro 2. Ces coopératives de localité là sont peut-être en vue. Ceux on parle de communes. Après village, d'abord, on parle de canton. Il y a une section qui regroupe plusieurs villages de la même zone. On fait une union là-bas. L'union des coopératives là. Voilà, si on a 5 coopératives dans une zone donnée avec plusieurs villages, on fait l'âge aussi, on les regroupe aussi également pour faire leur union de leur zone. Avec les statuts et tout ce qui suit,
bureau de gestion. Tout ça là, c'est la transparence qui continue. Pour s'assurer que quand il dit que le prix est à 200, qu'aucun technicien n'aille quelque part acheter à 182. C'est ça qui tue les coopératives. Que l'information soit unique sur toute la chaîne, quelle que soit l'étendue. Donc on fait l'étape 2, les unions. On fait les unions selon la zone et fédération. On peut avoir plusieurs unions dans les localités et on fait la fédération. Donc là, on est sûr qu'on a des interlocuteurs qui ont suivi les règles et qui ont bien compris ce qu'on veut faire et qu'avec eux, s'il y a une information, il y aura la transparence. Sans la transparence, aucune coopérative ne peut être viable. Quand quelqu'un constate que vous cachez les choses, il ne va plus venir au cours des réunions. Soit il vient, ne parle pas. Pas que vous les prenez comme des moutons. Donc, c'est comme ça notre méthodologie et approche qui s'intègre aux réalités adaptées au milieu et qui vient de quelque part. Ce n'est pas qu'on va descendre sur le terrain dans n'importe quel milieu pour former nos coopératives, mais nous-mêmes on fait notre étude technique au préalable par rapport au marché qu'on a trouvé. Où est-ce que cette culture peut mieux réussir? Et une fois qu'on fait ça, on a les coopératives de telle spéculation. Donc les coopératives de manioc, les coopératives de soja. Et dans ça, on forme en même temps les coopératives conducteurs selon la zone. Les chauffeurs, les gros camions qui vont se débrouiller. Vous allez vous enlever le produit. Si vous ne faites pas ça au préalable, vous allez produire aussi sans pouvoir enlever. Attends pour que ça puisse partir. Donc voilà un peu schématisé de façon, c'est ça dans le contenu. Je crois que le document sera partagé aux participants. C'est pour ça que j'ai juste fait la causerie, comme ça pour qu'on puisse rester dans. Voilà, donc je suis resté dans les différents maillons, les échelles de niveau, commune, préfecture, région. Si vous avez il y a aussi commune, province, je ne sais pas, comme vos provinces qui sont nos régions. Maintenant, nous avons maintenant fait les échelles jusqu'à un niveau donné, région. Maintenant, pour monter en compétence, on va maintenant mettre en place l'interprofession. On a tous les moyens maintenant. Une fois qu'on a la fédération nationale des producteurs de manioc au Congo. Et c'est les producteurs ça. À quel moment on aura l'interprofession du manioc? C'est Fédération nationale des coopératives productrices de manioc. C'est pour les coopératives. Il faut faire la même chose pour ceux qui achètent le manioc en RDC. Pour les commerçants. Pour les commerçants, ce qui va se passer, ça va être difficile pour vous d'avoir des coopératives de commerçants, des coopératives de commerçants de manioc. Mais le diagnostic nous permet d'identifier les acheteurs de manioc. Et là, on les met en association. Si ce sont des sociétés, comme Chicago par exemple, qui sont des commerçants de manioc, qui achètent le manioc. La plupart, ce sont des sociétés. Vous devez travailler pour les professionnaliser aussi. Ils doivent rester dans une association pour réfléchir sur les réalités de leur secteur de commerce. Une fois que vous avez tous les producteurs, si vous ne faites pas ça, ils vont influencer les producteurs. Donc on fait les diagnostics. On a les commerçants aussi, comme maillon, de la même chaîne. Et dans le même pays, pour la même spéculation, vous aurez les transformateurs, ceux qui transforment le manioc. Ça devient pour la même spéculation 3 familles. Voilà.
Et là, avec les 3 familles maintenant, vous aurez l'interprofession. Celui qui va aller discuter avec son excellence, monsieur le président de la République. Ils sont souvent reçus chez nous par le Premier ministre. Ça peut être un producteur qui n'a pas fait le CPE. Si l'élection porte sur lui, c'est lui. Il va aller dire la réalité de son secteur, la réalité de son domaine au président directement. Parce qu'on a donné mandat que si on est 1 million de producteurs de manioc, c'est lui qui est notre parole. C'est la montée en puissance. Et c'est mon rêve pour la RDC. Moi, j'étais déjà venu ici en 2023. C'est de monter toutes les filières en puissance. Parce qu'il y a tellement de potentiel. Si on ne fait pas la professionnalisation, on ne va jamais s'en sortir. Une fois qu'on va avoir les interlocuteurs, quand vous faites du bruit, dites non, c'est non. Quand le prix est trop bas, il dit l'État, il faut subventionner cette année, sinon la fille va mourir. C'est lui qui peut aller parler comme ça. Le silence, monsieur le ministre, ne peut pas dire ça. Son travail n'est pas là-bas. Son travail, c'est l'encadrement, point. Ce n'est pas lui qui va, il ne sait pas ce qui se passe. Donc, il y a nécessité de monter en puissance, d'avoir l'interprofession. Et tout ce que je viens de dire dans la méthodologie, il faut retenir les différentes réunions que nous menons, les 3 grandes réunions importantes à ne jamais rater pour la vie du coopératif. Nous parlons des réunions, mais on dit quoi dans la réunion? Quelles sont les 3 réunions importantes dans la méthode d'approche? Une fois que vous avez mis en place tout, et vous voulez démarrer votre campagne, il faut réunir toutes les coopératives. Bon, réunir toutes les coopératives, c'est de réunir, si vous avez les moyens, vous pouvez réunir tous les membres. Moi, j'ai 35 000 organisés en 1000 coopératives immatriculées. Donc, si j'ai les moyens, je dois réunir les 35 000. Si je n'ai pas les moyens, je prends 3, les bureaux. Président, secrétaire, trésorier, ça fait 3 000. Que je dois réunir obligatoirement pour 3 réunions dans une campagne agricole. La réunion de lancement de la campagne. C'est la transparence qui continue. Je vous ai dit l'honnêteté, la rigueur. Moi, je ne définis pas le prix. Au cours de ce lancement-là, que vous allez vous entendre sur vos conditions de campagne. Chers amis coopératifs, qu'est-ce que vous voulez pour cette campagne par rapport à l'expérience passée? Qu'est-ce qu'on va faire pour cette campagne? Quelles étaient nos difficultés? Qu'est-ce qu'on peut corriger? C'est une réunion capitale pour la vie et la durabilité des coopératives. C'est obligatoire. Vous devez discuter des points d'amélioration. Qu'est-ce qu'on va faire au cours de cette campagne? Ça doit être dit. Deuxième réunion dans l'approche, deuxième réunion importante, c'est l'évaluation à mi-parcours. Il y a le fonds social qui peut vous aider, si on est très organisé, qui peut vous aider pour ces 3 réunions. C'est pourquoi il dit que ce n'est pas l'argent le problème. Quand le fonds social va voir que vous êtes structuré, organisé comme ça, vous avez besoin de définir les conditions du lancement d'une campagne. C'est son excellence, monsieur le président de la République, qui va venir. Chez moi, notre président lui-même, il descend. Oui, ça, c'est du sérieux. C'est eux qui tiennent le pays. L'exemple de la France, c'est eux qui ouvrent la marche de l'indépendance en France. Ce n'est pas les militaires. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle, je ne sais pas de toute façon, mais c'est pour dire à quel niveau on doit porter les coopératives. Donc, une réunion à mi-parcours d'évaluation du chemin que vous êtes en train de faire au cours de la campagne. Et troisième réunion bilan. On a acheté, toi tu devais payer tel nombre de tonnages, tu as livré tel, ton crédit est tel, qui a un souci, il y a un problème, on fait le bilan. Et c'est là qu'on ouvre la bière. Les champagnes, c'est là-bas.
pas seulement en ville, il faut prendre champagne. Ou bien, ce n'est pas seulement pour des mariages, il faut prendre champagne. Quand le résultat est bon, on va s'encourager. Donc, tout ça, c'est les éléments de motivation. Et on va trouver l'État ici. L'État va mettre les moyens dans les choses comme ça. Quand l'État sait que tu veux regrouper 3 000 personnes, tu fais un budget de 10 millions, là, tout ça, là, ça va aller très vite. Parce que l'État veut voir l'impact direct sur son économie. Bon, voilà un peu une façon d'avancer la méthodologie et l'approche. Si je vais parler ici, on ne va pas quitter. On a le temps de partager le document avec vous. C'est 15 ans d'expérience dans la gestion de coopératives. Il y a des choses à finir pour avoir la substance là. Et je dis, au cours de ces formations, j'ai voulu vous mentionner quelques éléments. Au cours de ces formations que j'ai précitées là, les coopératives sont outillées sur 3 choses aussi essentielles. Parce que là, ils ont un niveau d'éducation faible. On ne va pas les bourrer de tout comme si on était sorti de l'université. Mais il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas, les 3 réunions là, il ne faut pas manquer. Si vous manquez à une réunion, votre papa ne va pas bien réussir. Il y a quelqu'un qui est dans le coin là-bas qui boude que l'entreprise nous triche, l'État ne fait pas bien. C'est au bout de la réunion que tout sera clair. Et va repartir sensibiliser les autres. Donc, si aussi au cours des formations, les coopératives devaient les outiller, nous on a quelque chose qu'on appelle cahier de gestion des coopératives. Si possible, même traduire le cahier à la langue locale. Traduire le cahier dans les différentes langues locales de gestion. Parce qu'ils n'ont pas fait l'étude que nous on a fait, mais on leur donne un cahier en français. Et on a les ONG qui font l'alphabétisation, les gens n'ont pas fait français, mais ils peuvent lire dans leur langue. Il y a ça ici aussi. Il y a l'alphabétisation dans les langues locales. On peut les approcher, les donner ce devoir. Dès que nous on a le cahier de gestion, comme l'a dit mon frère Zerkop, fait son guide et tout ça, il ne faut pas que ça reste français. On peut faire ça en langue locale, que nos parents puissent toucher, être contents que eux aussi, ils n'ont pas manqué seulement l'école, mais ils sont à un niveau où ils sont maintenant professionnels. Donc, le cahier de gestion de coopérative est fourni aux membres lors de nos formations de coopérative. Le plan d'affaires de chaque coopérative est élaboré. On ne va pas travailler dans le vide, sans budget. Et le cahier de gestion, le plan d'affaires, et on aboutit à quoi? Au contrat de campagne. On explique le contrat de campagne. Si vous n'avez rien fait les 3 là, vous devez vous entendre sur ça. Et nos conseillers agricoles, en résumé, que je vais vous dire ça plus tard, on a digitalisé tout notre dispositif. Un technicien ne va pas aller maintenant sur le terrain voir un producteur, quel est votre nom, vous avez fait combien d'hectares, il dit 10 hectares, alors que vous voyez le monsieur n'a même pas 0,5 hectares. Mais comment vous allez développer votre secteur sur des fausses déclarations comme ça? Le producteur qui dit il a 10 hectares alors que le monsieur n'a même pas 1 hectare. Comment nous on peut aller dans les milieux planifier le développement comme ça? Il se moque de nous. La plupart de la vulgarisation qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? On dit combien d'hectares tu as? Il dit 20. Qu'est-ce qu'il nous trouve que c'est 20? Et on va planifier même notre marché sur les 20 là, alors que le monsieur n'a même pas 2. C'est nous-mêmes le problème. Le problème est aussi à notre niveau d'abord. Si on veut professionnaliser, commençons par nous-mêmes. Nous, on ne vient pas demander aux producteurs quelle est ta surface. Jamais. Nous, on fait une prospection. On va lui demander, on va aller au champ. Dès que je donne à un technicien un appareil Android, j'ai inventé une application pour lui. Dès qu'il fait le tour avec lui, tu avais vu le manuel ici l'année passée, il dit oui. Et là-bas, tu avais vu quoi?
savent pas que ce que toi tu fais là, tu travailles déjà. Vous posez, vous faites le tour. Vous arrivez à la fin. Tu lui demandes quelle est ta surface. Il dit c'est 5 hectares. Tu lui montres. Moi, je viens de mesurer 2. Parce que le producteur répond selon les conditions de la question. Si c'est l'État qui est venu vous donner les intrants, il va augmenter sa surface. Si c'est un microfinance qui est venu vous réclamer le remboursement, il va diminuer la surface. Lui répond selon ce qui est devant lui, selon l'intérêt à poursuivre, n'est-ce pas? Donc, on va éviter ça, on ne va pas planifier en fonction de tout ça, de fausses déclarations. On mesure nous-mêmes sans aller chercher un topographe, sans les appareils de haut niveau, mais une application qui est sur Play Store que nous avons sorti. Tu fais le tour, tu fais pas, on fait. Maintenant, l'avantage de ce tour-là aussi, si le maïs peut réussir là-bas, tu lui diras. Si le manioc peut réussir là-bas, tu lui diras. C'est là où on est professionnel. On ne va pas aller vers le maïs là où ça ne va pas réussir. Donc, tout ça, ça fait partie du concept qui a capté l'attention des coopératives. Parce qu'ils savent que quand ils sont dans ce réseau, ils ont ces avantages. Et ils sont obligés de s'aligner. Ils voient qu'un membre qui est dans ça, sa façon de travailler est différente de lui, sa façon. Il arrive à vendre. Son rendement est meilleur. Il a accès aux intrants. Il a accès au crédit. Il va être dans la coopérative. N'allons jamais dire à nos paysans qu'on va vous chercher de l'argent. Hein? Ils savent chercher l'argent mieux que nous. Est-ce que vous savez que les producteurs, les coopératives savent mieux chercher l'argent que nous? Ils savent mieux chercher l'argent que nous. Vous savez ce qu'ils attendent? À combien tu achètes ton produit? Est-ce qu'il peut vendre? S'il sait que cette année il a bien vendu, il a trouvé $2 000. L'année prochaine, c'est lui-même qui va aller chercher l'argent pour augmenter sa surface. Il sait là où trouver l'argent. Non, on ne va même pas aller les chercher les financiers. Donc, le modèle part du marché et s'imbrique aux réalités de nos sociétés. Comment nous vivons, comment nous percevons notre développement et comment est-ce qu'on peut faire ça de façon synergique pour avoir les résultats escomptés. Maintenant, expérience terrain. Le terrain, moi je vais vous présenter simplement mon schéma. Ça c'est mon schéma. Moi j'ai en bas 1000 coopératives, 1000 groupements que j'ai structurés. C'est mon modèle. Ça c'est le terrain vrai. Ça c'est ma puissance. 1000 coopératives avec qui il faut travailler. C'est 30 000 petits producteurs. Et dans ça, j'ai 5 000 entrepreneurs agricoles. C'est-à-dire que dans les coopératives, à un moment donné de la maturité de la coopérative, nous trouvons des membres qui deviennent des entrepreneurs. Quelqu'un qui est membre d'une coopérative, à un moment donné, augmente sa surface. Pendant 5 ans, et maîtrise le modèle. Il faut migrer vers Michel Lee pour devenir un entrepreneur. Une société formelle. C'est ça la maturité. C'est en ça qu'on est en train de faire la transformation du secteur et la transformation de notre société. Et contribuer à l'économie nationale. Donc, à la base, les membres qui vont devenir matures vont avoir leur propre société. On les sort et on les encadre à devenir des sociétés, des PME. Et j'ai 5000 PME que je gère et 1000 coopératives de 30 000 petits producteurs. Et eux, ils sont encadrés par les points focaux dont je viens de citer. Les animateurs de terrain. Nous, on les appelle les animateurs endogènes, les influents dont j'ai parlé. Les influents, j'ai 300 influents. Un influent par village. J'ai 300 influents, un par village. S'il a plusieurs coopératives, c'est lui le répondant. Et j'ai jusqu'à 300 pour encadrer les 30 000.
jusqu'à 50. Ça dépend du potentiel. Et eux, ils sont coiffés. Les points focaux dont j'ai dit, les influents dans les villages, ils sont nos répondants. Ils sont gérés par nos inspecteurs. Donc, on a jusqu'à 154 employés. Compte tenu du schéma, vous allez voir que c'est nous même, puisque l'État, mais c'est le schéma, c'est pas quoi. Le schéma se nourrit de lui-même. Je n'ai pas de magie à faire, c'est le schéma. Ça va s'éclater si c'est possible. C'est le marché qui guide. Allez-y. Donc, voilà un exemple terrain. Donc, ça, c'est le niveau village. Tout ça là, c'est le niveau village, niveau canton, et quand je parle de la région, c'est ceux qui sont au niveau de la région. Donc, il faut avoir un staff. J'ai hiérarchisé aussi pour une bonne transparence. Bon, ce graphique nous montre que chaque année, c'est le rouge, c'est la superficie, le bleu, c'est le nombre de producteurs. Vous allez voir que chaque année, depuis 2000, j'ai vu que sur les dernières années, le nombre de coopératives augmente et les superficies emblavées aussi augmentent d'année en année. Et ce qu'on a remarqué même, c'est ces chiffres-là. Les rendements. Nous sommes sur la chaîne de valeur sociale biologique. Sans nous, les coopératives sont à 800 kg à l'hectare. Avec nous maintenant, les coopératives sont en moyenne à 2,5 kg à l'hectare. Il y en a qui trouvent 3. Donc la moyenne c'est 2,5. Et les superficies des coopératives, chez nous, je vous ai dit, il n'y a pas de terre. Les coopératives sont faites comme ça, mais elles sont sur 5 hectares seulement. Les parents, mais il n'y a pas de terre. Ils sont 15, mais seulement sur 5 hectares. Avant, quand on n'était pas là pour notre accompagnement, quand on est venu, les coopératives sont allées jusqu'à 30 hectares, fois 6. Parce qu'il y a l'encadrement, il y a le marché, il y a le financement. Il y a l'encadrement technique pour avoir le meilleur rendement. Donc, un producteur chez nous, en moyenne, est sur 0,25 hectares. Mais maintenant, avec notre modèle, ceux qui sont dans notre chaîne de valeur arrivent à faire 1 hectare. Bon, de tout ça, qu'est-ce que ça a donné complètement? Tout ça là, quand on est arrivé à la montée en puissance, on a donné à notre pays une destination de premier choix pour les Européens qui cherchent le soja biologique. Notre produit phare, c'est on fait le manioc pour la rotation, notre culture pour la rotation. Mais le tout est drainé par le soja bio. Et tous les pays d'Europe, en octobre comme ça, c'est le Togo peut venir enlever rapidement notre soja biologique. Parce qu'on est structuré, on est organisé, ils ont confiance, ils savent qu'est-ce qu'ils achètent. Donc on a été premier, le Togo a été premier pour documenter sur les rapports de l'Union européenne. Sur 5 années successivement, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, on a été toujours premier devant la Chine et l'Ukraine. Quelqu'un dirait peut-être la guerre de l'Ukraine que nous avons donné là. C'est ce que nous avons fait. Si on ne faisait rien, l'Ukraine devait prendre guerre, mais on ne va pas prendre la première place. Donc, le chef de l'État, il m'a décoré. Lui-même m'a décoré. Donc ça, pour ces résultats-là, c'est déplacé. Oui, c'est la rigueur, la transparence et l'honnêteté. Si ça ne va pas, on dit que ça ne va pas. Si ça va, on dit ça va. C'est comme ça. Maintenant, tout ce que j'ai dit, est-ce qu'on n'a pas eu de problème? Chacun gère ses problèmes. Chacun gère ses problèmes. Bon, là, il va être bref et intégral. Le groupe J
jusqu'à dans l'encadrement des coopératives, faire face à des défis et des difficultés aussi majeures. Notamment, le défi majeur pour nous, c'est le faible niveau d'alphabétisation des coopératives, des membres des coopératives. Ça, si c'est qu'on avait le même niveau, là, on devait être très loin, encore plus que ça. Mais c'est difficile, c'est compliqué, on n'a pas la même compréhension sur des choses faciles. Les virgules se déplacent pour transmettre l'information. Tuer-le, pas tuer, les virgules se déplacent. On a les problèmes de gouvernance. Et moi, je n'aime pas trop embrasser. Vous allez voir que tout ce que je fais, je mets toujours trois choses importantes. Je mets toujours, si je corrige ça, il y a deux choses qui peuvent se corriger. Je crois que je cite toujours trois. Ici aussi, vous allez voir, c'est le faible niveau d'alphabétisation, la gouvernance et accès limité au financement. Pourquoi j'ai mis accès limité au financement? J'ai mis ça encore, malgré qu'on a les moyens sur les contrats tripartites. Les financements qu'on arrive à avoir facilement pour eux, c'est le fonctionnement, l'exploitation. L'investissement, moi-même, je ne veux pas prendre de risque. Je leur dis, faites votre épargne et que la partie épargne puisse vous servir à faire des investissements pour le développement de votre coopérative. C'est mon choix. Moi, je ne vais pas embrasser tout. Tu vas rentrer dans chercher investissement pour les coopératives. Ça, je disais, bon, travail. Sinon, en 3 ans, tu vas dire, ils n'ont rien remboursé. Je ne veux pas les asphyxier aussi de trop, ils vont dire que nous, on prend tout le temps, on achète. Ici, ne touche pas à rien. Si nous-mêmes construisons le marché, on les envoie les intrants. Ce n'est pas eux qui vont acheter, prendre l'argent pour aller acheter les intrants. Nous, on les envoie les intrants. Tout ce qu'ils ont besoin comme intrants, on les envoie. S'ils vont sacrer, on vient faire le suivi et on clique dans l'application que c'est bon à payer. On paie. On ne te donne pas l'argent pour aller payer. C'est quand l'activité est réalisée, on paie. Quand on achète, on paie sur ton compte. La microfinance de la banque relève son argent avant que toi tu ne le sortes. C'est pourquoi je parle de c'est la même chose que les salariés. On a maîtrisé le revenu à la source. Nous on paie sur le compte, la banque préfère directement son crédit. Donc les trois choses là sont le défi. Il y a par manque de compétences et de formation, c'est un problème récurrent. C'est-à-dire que même nos agents aussi, est-ce qu'ils ont des spécialités gestion des coopératives? C'est vrai, c'est des ingénieurs géographiques. Est-ce qu'ils ont compétences gestion des coopératives? Donc le problème va être toujours là. On va toujours traiter ça. C'est pourquoi il faut toujours faire l'enforcement des capacités. Ça va toujours être continuel. Le problème de gouvernance, c'est un obstacle aussi majeur. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, peu importe, quel que soit tout ce que j'ai dit depuis le matin, là, qu'on fait tout choisir pour que ça soit eux-mêmes, l'être humain reste toujours lui-même. Les gens cherchent toujours à contribuer un peu. Donc, les gens cherchent à contribuer, ça aussi c'est un problème. Donc, la sécurité, comme il est dit, c'est lié à l'investissement. Il n'arrive pas à épargner pour investir. Nous, on n'a pas choisi ce volet. Il est amené à avoir des investissements pour faire l'irrigation. C'est lourd. Si tu commences par une coopérative, tu dois acheter avec les autres. Il ne faut pas créer la guerre. Là où il n'y en a pas. Cinquième partie, c'est leçon apprise. Comme j'ai parlé des cahiers de charges, au-delà des cahiers de charges que nous mettons à la disposition des coopératives pour améliorer le niveau de la gestion, nous continuons toujours les formations sur les différents modules de gestion coopérative. Ça, on va toujours continuer. Moi, je dis, le jour qu'on va arrêter de former les gens, c'est que le monde s'est arrêté. Le jour où on va arrêter de faire des conférences comme ça, des ateliers comme ça, c'est qu'on est mort. Il faut toujours le faire. Il ne faut pas se fatiguer. Il faut toujours continuer à ajouter. C'est comme on a planté là, il faut mettre de l'eau, il faut mettre des engrais, des intrants nécessaires. C'est ça, les formations. Et ça permet de hausser le niveau de leadership, le niveau de gouvernance et le niveau de gestion des coopératives. Les coopératives qui ont une
gouvernance transparente, démocratique et responsable renforce la confiance des membres et des partenaires financiers. Ça, c'est une leçon que nous-mêmes on a vue. C'est une leçon à tirer. Quand c'est bon, les membres sont dynamiques, les membres ont la confiance, le travail se passe bien, les financiers vous cherchent. C'est une leçon à prise. Quand c'est bon là, on a tout. Ou bien, quand c'est bon, on a tout. On doit apprendre ça. Il faut faire bien. Quand tu fais bien, tu auras les financiers. Les membres seront toujours là, seront dynamiques à travailler. C'est quand c'est démocratique et transparent. Et souvent, ces coopératives arrivent à faire des investissements. Quand les membres sont à l'aise, quand tu veux acheter quelque chose, motocyclette, pour charger nos produits, ça va vite. Ça va vite. Donc, la leçon là-bas, c'est qu'il faut être bon. Quand c'est bon, ça marche. Et quand il y a des gens qui font de n'importe quoi, que ça échoue. Donc, perspective, la GIGAC met l'accent sur la technologie pour améliorer la compétitivité des coopératives. Nous, on veut améliorer la compétitivité. Là où on est maintenant, c'est la compétitivité. Que ça soit nous, quand tu cherches là, viens chez nous. C'est ça que nous, on va chercher aujourd'hui. Au niveau de maturité où on est, c'est la compétitivité pour améliorer l'accès au marché et l'accès au financement. Et pour ça, on a mis en place une application. Cette application permet d'avoir tous ces services-là. On va collecter les données de terrain, le niveau de pauvreté même. Comment le monsieur a commencé avec nous. On va faire la cartographie de son exploitation, la surface, planifier tout ce qu'il peut faire sur 10 ans. Dès qu'il est membre, il a accès à tous ces services-là. Et on expose tout ce qu'ils produisent dans leur magasin en ligne pour que si quelqu'un a besoin de venir chercher le produit, puisse les choisir d'abord. Donc, je ne veux pas m'attarder sur ces fonctionnalités-là de l'application, mais c'est la perspective, c'est de continuer à renforcer ça pour éliminer le facteur humain comme facteur de décision dans la chaîne. Là, il y a l'être humain qui doit décider, il y a toujours le risque. Pour laisser le digital nous amener au bon port. Conclusion, bien que l'encadrement des coopératives soit confronté à des défis significatifs, tels que le manque de compétences managériales, des problèmes de gouvernance et des difficultés d'accès au financement, les leçons apprises ouvrent la voie à des perspectives prometteuses. La clé de la réussite réside dans une approche structurée qui combine le renforcement continu des capacités par la formation des membres et des dirigeants. Il faut toujours former, il ne faut pas se fatiguer. Il faut toujours former, il faut chercher les barrières, il faut chercher les gens pour les former. C'est ça qui va changer quelque chose. L'établissement d'une gouvernance transparente et démocratique pour maintenir la confiance et l'engagement. Il est dit aussi sur le slide. Quand c'est bon, vous aurez les financiers. Nous-mêmes, on peut vous donner les crédits sans même la banque. Parce qu'on sait que vous aurez tel tonnage à la fin. Et c'est sérieux. J'ai fait une petite synthèse pour dire que l'avenir des coopératives dépendra de leur capacité à s'adapter aux nouvelles technologies, à plaider pour un cadre réglementaire favorable et à se concentrer sur la durabilité économique, sociale et environnementale. En relevant ces défis, les coopératives